Alors bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans un monde un peu étrange, un monde qui se situe vraiment aux frontières des arts martiaux. C'est un univers rempli de revendications assez extraordinaires, de prouesses qui franchement paraissent complètement impossibles. Et ça, c'est la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Est-ce que c'est vraiment possible de faire ça? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à quelque chose de complètement différent? Ok, alors pour commencer, on va s'intéresser au mythe, mais sous sa forme la plus fascinante, celle de ces maîtres qui affirment avoir des capacités quasi surnaturelles. Et attention, ce n'est pas juste un cas isolé, loin de là. On a des figures comme George Dillman ou même des écoles entières, comme le Yellow Bamboo à Bali, et tous prétendent pouvoir mettre à terre leurs adversaires avec des attaques de chi, cette fameuse énergie invisible. L'histoire ne fait que commencer. Mais pour vraiment comprendre, concentrons-nous sur un cas qui est devenu emblématique, celui de Yanagi Ryuken. C'est un maître japonais qui affirmait avoir des pouvoirs psychiques. Et quand on regarde les vidéos, c'est assez bluffant. On le voit maîtriser sans le moindre effort des dizaines d'élèves. Ils tombent les uns après les autres, alors qu'il a l'air de à peine les effleurer, voire pas du tout. Et cette citation, elle est super intéressante. Elle nous donne vraiment une idée de l'état d'esprit. C'est un grand maître d'aïkido qui a écrit ça. Il s'étonne lui-même de son propre pouvoir. On sent qu'il y a une croyance qui est sincère, un vrai questionnement qui peut, petit à petit, mener à ce genre de revendications complètement folles. Bon, et c'est là que l'histoire prend un tournant, disons, dramatique. C'est le moment où le mythe va être confronté à la dure réalité, l'épreuve ultime. Il faut savoir que Yanagi Ryuken était tellement, mais alors tellement sûr de lui, qu'il a carrément mis en jeu 5000 $, une récompense pour n'importe quel combattant de MMA qui arriverait à tenir debout face à sa puissance. Et pour faire monter un peu la pression, regardons le fossé immense entre ce qu'il disait et la réalité. Ryuken se vantait d'avoir plus de 200 victoires dans des combats de Vale Tudo. C'est du combat libre où, en gros, tout est permis. 200 victoires. Sauf que, il n'y a absolument aucune, mais aucune trace de ces combats. Rien. Zéro. Et forcément, un jour, quelqu'un a relevé le défi. Ça s'est passé en 2006. Un combattant de MMA de 35 ans, Iwakura Tsuyoshi, s'est présenté. Et là, on avait le choc des mondes. Les pouvoirs mystiques d'un côté, et de l'autre, un combattant bien réel, avec une technique éprouvée. Le résultat? Eh bien, il a été sans appel. Vraiment, le combat était brutal, complètement à sens unique. Les fameux pouvoirs de Ryuken n'ont servi à rien du tout. Il s'est fait battre, et rapidement en plus. Donc, à la question de départ, je crois qu'on a une réponse assez claire, non? Ok. Mais alors, ça nous amène à une question bien plus intéressante, bien plus profonde. Si ce pouvoir n'existe pas, comment est-ce possible que le maître, mais aussi tous ses élèves, y croyaient aussi fort? C'est ça, le vrai mystère qu'on va essayer de percer. Allez, c'est parti. On va disséquer un peu cette croyance. On va essayer de comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux qui font que ça marche, que les gens y croient. En gros, on peut tout expliquer avec 3 grands facteurs. Le premier, c'est une forte sensibilité à la suggestion. Le deuxième, c'est tout l'attrait du mysticisme oriental, ce côté un peu magique. Et enfin, le troisième point, c'est la pression du groupe et la façon dont l'entraînement est construit. Alors, premier point, la suggestibilité. Il faut comprendre que certaines personnes sont, naturellement plus réceptives à la suggestion. Elles ont beaucoup d'imagination et surtout elles ont envie de croire au surnaturel. Ce n'est même pas que les maîtres sont de grands hypnotiseurs, non, c'est surtout que les élèves sont des participants volontaires, qui ont envie que ça marche, qui veulent que la magie opère. Deuxième facteur, l'attrait du mysticisme. Pensez-y, les films, les mangas, le folklore, tout ça est rempli d'histoires de guerriers avec des pouvoirs incroyables, le fameux ki ou shi. Du coup, dans l'inconscient collectif, l'idée que ces pouvoirs puissent exister, elle est déjà là. Ça rend le tout plus crédible. Et pour beaucoup de gens, y croire, c'est aussi une façon de rendre le quotidien un peu moins banal. Et enfin, le troisième point qui est peut-être le plus important, le conformisme et l'entraînement lui-même. Un dojo, c'est un environnement très hiérarchique. Le respect au maître, c'est la base. Et surtout, l'entraînement, ce n'est pas du combat réel, c'est de la coopération. Les élèves sont là pour aider le partenaire. Ils apprennent à tomber, ils répètent ça des milliers de fois. À la fin, tomber devient presque un réflexe. Et voilà comment la boucle se boucle. Le maître, de son côté, ne sent aucune résistance. Donc il se dit, tout à fait sincèrement, « Waouh, mon pouvoir grandit !» Et les élèves, eux, ne font que ce qu'on leur a appris. Ils suivent le mouvement, ils coopèrent. Au final, tout le monde est piégé dans cette illusion collective et tout le monde y croit dur comme fer. Bon, maintenant, on va prendre un peu de recul. Parce que ce genre d'auto-illusion, ça ne touche pas que ces cas un peu caricaturaux. Non,
Ça peut exister de façon beaucoup plus subtile, même dans des arts martiaux tout à fait respectables. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Il y a un neuroscientifique, Samaris, qui a une phrase très juste pour ça. Il dit que beaucoup d'entraînements d'arts martiaux créent une sorte de pantomime de combat. C'est une belle image. En gros, des exercices hyper stéréotypés, très prévisibles, qui ne préparent absolument pas au chaos et à l'imprévu d'une vraie agression. Il y a même un terme philosophique pour ça, proposé par Gillian Russell, le vice épistémique. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est simple. C'est juste le fait d'avoir de mauvaises habitudes mentales, des habitudes qui nous amènent à croire à des choses fausses. Et selon elle, le monde des arts martiaux peut être un vrai nid pour ce genre de vice. Mais alors, comment est-ce que ces angles morts apparaissent? Eh bien, Russell pointe plusieurs choses. D'abord, le dojo est parfois traité comme une église. L'art est sacré, on ne le remet pas en question. Ensuite, il y a l'investissement personnel. Quand on a passé des années, c'est super difficile d'admettre qu'il y a des failles dans ce qu'on a appris. Et puis bien sûr, le respect de l'autorité. On apprend à ne jamais questionner le maître. Et là, l'image parle d'elle-même. Elle montre parfaitement le gouffre qu'il y a entre la théorie et la pratique. D'un côté, on a des techniques propres, nettes, et de l'autre, la réalité d'une vraie bagarre, le chaos, le stress, un corps qui ne réagit pas du tout comme prévu. Ce gouffre, dans l'environnement stérile d'un dojo, il est rarement franchi. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le vrai danger, au fond, ce n'est pas juste l'ego d'un maître un peu perché. Le vrai danger, c'est que des personnes qui veulent sincèrement apprendre à se défendre se retrouvent avec des techniques qui ne valent rien. Des techniques qui, le jour où elles en auront vraiment besoin, les laisseront complètement tomber. Là, on ne parle plus de croyance, on parle de sécurité. Et pour finir, je crois que cette phrase de la philosophe Gillian Russell résume tout parfaitement. Elle dit « Ce ne sont pas des questions sur lesquelles on devrait vouloir se tromper de manière attachante. » C'est tellement juste. Quand on parle de violence, de sécurité, la différence entre ce qu'on croit savoir et la réalité, eh bien ce n'est pas juste un petit débat philosophique, ça peut avoir des conséquences dramatiques.